1, 2, 3. זו שיחה מוקלטת עם גברת אורפנג'י מבריסל, שנמצאת כאן לביקור. השיחה מתקיימת בתל אביב ב-5 במאי 1966, על נושא הצלת ילדים מגרמניה לבלגיה לפני המלחמה. תיקון, מדame Orphinger Gottschalk ou madame Sarah Orphinger. Oui. Chère madame, je suis intéressée à savoir ce que vous pourriez me raconter au sujet du sauvetage d'enfants d'Allemagne en Belgique avant la guerre. Oui. Je me rappelle du lendemain de l'arrestation des Juifs allemands pour Dachau. Monsieur Gottschalk, Max Gottschalk, oui, a reçu un télégramme de Francfort d'un orphelinat qui leur demandait « Sauvez nos enfants ». Il est de suite allé à la sûreté, police des étrangers. On s'est adressé à lui en tant que... On s'est adressé à lui. Écoutez, probablement que le comité était déjà pas fondé, mais avait débuté, parce que ce sont 3 avocats qui se sont assis de suite après que Hitler est venu au pouvoir, dans un des bureaux de la communauté de la rue de la Régence, pour recevoir les réfugiés qui déjà arrivaient. Oui. Et je suppose que c'est là-bas qu'il a reçu le télégramme. Non, on le connaissait déjà avant, parce qu'un de ces terribles journaux allemands avait déjà publié comme titre Max Gottschalk, Belgens Diktator. Donc c'est qu'on savait son nom. Oui. Je crois que c'était avant cette date, longtemps avant Dachau. Dachau était en 1938. Oui. Et le comité a commencé à fonctionner en 1933. Oui. Et c'était certainement déjà un très grand comité en 1938. Ce n'étaient plus les 3 avocats seuls. Oui. C'était le grand comité déjà. Alors avec ce télégramme, il est allé, je ne sais pas si ça s'appelle police des étrangers ou le bureau où il devait aller à la sûreté, et on lui a permis de faire venir 500 enfants. Il m'a téléphoné pour me dire cela. Vous étiez à ce moment-là encore à Anvers? Non, à Bruxelles, oui. Depuis 1938. Oui. Nous étions à Bruxelles. Et alors je lui dis, alors aussi on doit sauver les enfants de Dinslaken. À Dinslaken, il y avait un orphelinat très connu, dont le directeur venait toujours à Bruxelles encore récolter les fonds de familles qui avaient un jour eu des relations en Allemagne, ou de la famille en Allemagne, et qui donnaient toujours leur souscription. C'est M. Rothschild, le vieux M. Rothschild, oui. Père. J'ai téléphoné à Dinslaken alors de suite, pour demander ce qu'étaient devenus ces enfants quand j'ai appris ce qui s'était passé à Francfort. Et on m'a dit, la téléphoniste m'a répondu, les enfants de l'orphelinat sont au fond d'un café, tel et tel. Alors je lui ai dit, passez-moi le café, elle l'a fait. Et j'ai demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille Rothschild chez vous? On m'a dit oui. La plus jeune, Myriam Rothschild, avait 17 ans, si je ne me trompe, était la seule qui était restée de la famille parce que les parents fêtaient leur noce d'argent par un cadeau, voyage en Israël pour voir leurs enfants ici. Et Myriam est venue au téléphone, je ne la connaissais pas, la petite, et je lui ai dit, voilà, je suis telle et telle, tu dois seulement me procurer le plus vite possible un certificat de naissance de chacun des enfants, vous pouvez venir en Belgique. C'était ce que mon frère avait obtenu. Rien qu'un certificat de naissance pour chaque orphelin. Elle m'a dit, bon, nous allons partir au Home des Vieillards à Cologne. Elle savait déjà ça. Nous sommes sur la paille ici. À 10h du soir, on nous a mis hors de l'orphelinat, tous en toilette de nuit, et on nous a amenés ici, on a brûlé la maison. On a mis le feu, c'était un très bel immeuble, hein, l'orphelinat. Voilà
je vous dis, c'était 500 ce jour-là. On a peut-être eu un chiffre plus gros d'enfants et obtenu une nouvelle permission. Ça, je ne sais pas, c'est très possible. Alors, à ces enfants, j'ai fait joindre 2 gamins dont je me rappelle, dont le père était un ami d'un de mes cousins et avait passé la frontière. Et dont j'avais demandé un permis de travail pour la maman. Et alors, on a fait venir les enfants avec ce groupe. On a téléphoné à des amis dans toute la Belgique pour avoir des homes pour les enfants, des particuliers qui les ont logés. Moi, j'ai téléphoné à Liège à mes anciens amis. Alors, un de ceux-là s'est occupé, a logé ces 2 garçons. Et je peux vous raconter l'histoire de leur arrivée à Bruxelles parce que j'étais à la réception à la gare. Il faisait terrible, il avait neigé toute la journée. Ils sont arrivés d'ailleurs avec 2 heures de retard de Cologne à Bruxelles. Il y avait un comité de dames qui s'est occupé de la réception. Ce comité existait déjà auparavant? Ce comité, non, je ne sais pas. Je suppose que ce comité existait, je crois, je ne suis pas sûre, je n'ai jamais fait partie d'un comité, que ces dames se sont aussi occupées déjà de caser les enfants et aussi des enfants religieux qui étaient près d'Anvers, à Heide. Je crois que c'était les mêmes dames, je ne sais pas. Le directeur de la Croix-Rouge les attendait, les enfants avec nous. C'était des infirmières de la Croix-Rouge qui sont allées les chercher à Cologne. Et le temps était tellement horrible qu'ils avaient 2 heures de retard. L'hôtel Albert Ier avait offert le logement et le dîner pour les gosses jusqu'au lendemain parce qu'ils allaient dans la Villa Johanna à Middelkerk. Combien d'enfants sont arrivés à ce moment-là? Ça, je ne me rappelle pas le nombre, pas du tout, pas du tout. Et j'ai donc rencontré là Myriam Rothschild, qui était la seule de la famille du directeur qui accompagnait le groupe qui était resté à l'orphelinat. Ils sont partis le lendemain à la mer pour quelques semaines d'abord se reposer, et puis on leur a trouvé entre-temps des places dans des familles, on les a distribués dans des familles. Ça, je sais. On les a mis à la mer pour qu'ils se reposent vraiment pendant un petit temps. C'était en plein hiver. Hein. Oui. Et qu'est-ce qui s'est occupé d'eux là-bas? Est-ce que vous vous rappelez? À l'hôtel Albert Ier? Non, je veux dire, mais est-ce que c'était le comité qui les a suivis? Ah, certainement, ça, écoutez, il y a des dames du comité qui ont accompagné, ça, je sais. Oui. Ça, écoutez, Myriam Rothschild Madame Kahn aujourd'hui, hein, pourra vous donner certainement d'autres détails, elle doit se rappeler très bien. Au fond, je lui ai parlé déjà, elle m'a raconté ce voyage, donc ce qui s'est passé à Dinslaken et à Cologne, et puis l'arrivée à Bruxelles. Et puis... Mais ce que j'aimerais bien savoir de vous, c'est ce qui a été fait comme, disons, comme effort pour apporter encore des enfants. Vous avez dit qu'il y en avait 500. Moi, je me rappelle que la première permission était pour 500. Elle m'a raconté à ce moment-là, ce groupe-là, d'après elle, avait à peu près 100 enfants. Oui, il y en avait déjà beaucoup en Belgique, hein, puisqu'il y avait cette école près de Heide qui était des enfants religieux, elle était là avant. Ceci n'est arrivé qu'après le télégramme, les SOS de Francfort, je crois d'un orphelinat. Alors, à part ça, je ne sais pas, mais il y avait beaucoup plus d'enfants parce que moi j'en ai connu après, qu'on a aussi caché, qu'on a tâché de sauver de toutes les façons. Pendant les années suivantes, je ne sais pas. J'ai connu le professeur Allard, auquel j'ai demandé de cacher des enfants. Il a caché les garçons. Ça, c'était déjà sous l'occupation? Oui, ça, c'était pendant l'occupation. C'était des enfants qui étaient avec leurs parents.
Ah oui. que moi je lui ai demandé de cacher, n'est-ce pas? Oui. Il y avait... Vous êtes resté en Belgique pendant la guerre? Nous sommes revenus le 15 septembre 41. Nous sommes partis le jour de la guerre en France et nous sommes revenus le 15 septembre parce que notre fils était rentré de l'armée. Il était sorti de la caserne où il devait être prisonnier, malheureusement. Le 15 septembre 40 ou 41? 40. 40. 40, oui. S'il était fait prisonnier, il serait encore là. Il est entré là à la caserne. On a fait quelques tours en voiture et il est sorti. Avec Maurice Carlin. Il s'était retrouvé. Oui, à part ça, écoutez, M. Allard a mis les enfants avec des orphelins de guerre. Mais je sais que le petit que moi je lui ai demandé de placer était avec des scouts catholiques. Et la fillette, on a mis dans un couvent. Et pourtant, M. Allard était rouge. Il les mettait où ils étaient le mieux. Hein? Oui. Ils ont été sauvés. Est-ce que vous avez connu le comité où Madame Goldschmidt était active? Et c'est le comité qui s'est occupé des religieux. C'était Mme Goldschmidt, oui. La mademoiselle Lambert qui était mariée, qui s'appelait autrement. Madame, elle a divorcé après. Est-ce que vous savez si ce comité, à ce moment-là, s'est occupé de suivre l'éducation des enfants ou de surveiller ce qui se passait avec eux? Certainement. Écoutez, les enfants étaient ou en groupe, les très religieux, avec un monsieur qui vient de mourir, comment est-ce que ça... avec la femme qui était une orpheline de Dinslaken. Il s'est marié le 9 mai chez le rabbin Ansbacher à Liège. Les Rothschild ont amené tout ce qu'il faut pour recevoir leurs invités. Et c'est là que j'ai vu M. Ansbacher et les jeunes mariés. Lui était de Wiesbaden, polonais, heureusement pour lui encore de nationalité. Et elle était une jeune orpheline de Dinslaken qu'on a pu faire venir comme cuisinière à l'orphelinat où M. Rothschild était directeur. Les noms, hein. M. Tiefenbrunner? C'est ça, c'est ça. Et le lendemain matin, on l'a arrêté à la gare. Il a dit qu'il est polonais, qu'il avait des gamins qui l'attendaient. Il avait vraiment quitté le home que pour quelques heures. Et on l'a tout de suite relâché parce qu'on n'arrêtait que les Allemands et les Autrichiens. Oui. Et il a pu retourner près de ses garçons. Et les enfants qui étaient placés dans des familles, ah, oui, naturellement. Mais écoutez, ils étaient placés dans des familles qui s'occupaient d'eux. Oui. Et alors, nous avons reçu un SOS avant la guerre. Il y a eu une première alerte avant le 10 mai. Et alors, de Liège, la famille où étaient les deux garçons que nous avions fait venir, nous ont téléphoné. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, mettez-les dans le train. Alors, ils sont venus chez nous. J'en ai revu un cette semaine ici. Je les revois. Ce sont deux frères, heureusement sauvés. Ils sont ici en Israël? Ils sont venus avec la première alia de la Suisse. Tout de suite après la guerre? Oui. Et les familles, c'était des familles juives et non juives? Non, seulement des familles juives. Pas toutes, vous avez raison. Il y a un garçon qui était chez un paysan à Ohain. Je l'ai connu alors après la guerre. Je ne saurais pas vous dire pourquoi ni comment. Ah oui, je m'étais occupée de sa sœur, qui était à Bruxelles dans une famille. Et je ne sais pas comment elle est venue chez moi. Elle venait avant-guerre, déjà une ravissante gamine, dont la mère et les autres enfants ont disparu en Allemagne. Le père ne vivait plus. Et alors j'ai su que le frère était à la campagne, et probablement que j'ai commencé à correspondre avec lui pour
l'aider, pour lui dire de ne pas oublier, de réclamer, comme j'ai fait avec beaucoup. Elle venait alors toujours prendre conseil. C'est une chose très amusante. Il était chez un vieux paysan célibataire qui lui avait dit « Je te laisse toute ma fortune ». Aussi, il était très mal vu de la famille. C'était, je ne sais pas, des cousins ou quoi que le vieux avait. Mais lui voulait partir au Congo parce que ça ne l'intéressait pas, il n'aimait pas, n'est-ce pas, que la famille soit mécontente. Après la guerre. Et je me rappelle qu'il m'a dit, je dois d'abord me faire soigner les dents. On lui avait dit ça probablement quand il a passé. Pourquoi il n'est pas parti, je ne me rappelle plus, parce qu'il a épousé une jeune fille de Rhin non juive. Oui. Et il est très content là-bas. Ils ont habité, j'étais chez eux, ils habitaient chez le paysan, ils ont eu leur premier bébé dans la maison, et puis ils ont déménagé, mais la jeune femme s'occupe encore toujours de ce vieux. Je ne sais pas s'il vit encore aujourd'hui, mais probablement. Je ne sais pas s'il y aura de l'héritage un jour, ça je n'en sais rien. Et est-ce que les familles étaient payées par le comité pour tenir les bûches? Écoutez, ceux qui peut-être, mais je ne crois pas, moi je n'en connais pas. Oui, ce n'était pas des familles qui... Je ne crois pas, non, certainement. Ceux que moi j'ai connus, certainement pas. Et Dronsard. Le directeur de la Croix-Rouge. Oui, décédé aujourd'hui, donc jusqu'après la guerre encore, il vivait, il n'y a pas longtemps qu'il est mort, mais il s'est retiré, bien sûr, depuis. En Belgique, moi je n'en sais rien. Oui, je suppose que... Est-ce que vous pourriez peut-être me donner d'autres noms de personnes? Ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui se trouve ici, qui a participé à ce travail? Non. Moi, je connais très peu de monde, j'ai jamais frayé beaucoup, alors je connais très peu de monde. Et puis, je ne sais pas comment ces enfants arrivaient en Belgique, peut-être avec des parents ou seuls, vous savez, qui passaient la frontière, on faisait comme on pouvait. Mais alors, ils s'adressaient au comité, ils étaient reçus tout de suite par le comité. Ça, je vous dis, le comité s'est installé en 1933. Si ce n'était même pas plus tôt, ces trois avocats se sont assis là et on a tout de suite commencé. Et puis ce comité est devenu énorme, une très grande organisation, rue Grès, si je ne me trompe. Comment s'appelle la dame qui travaille avec ton frère? Oh, je ne sais pas ça, c'est une liégeoise. Édité le livre. Oui, mais madame l'a lu. Madame Garfinkel. C'est ça. Oui. Mais écoutez un peu ça, mais ça vous saurez à l'AIVG, hein, toutes ces questions-là pour eux c'est simple, ils ont... Non mais l'AIVG c'était tout de même, c'est formé pendant la guerre et après la guerre. Mais après la guerre, mais le comité, mais ils doivent avoir toute la documentation du comité des réfugiés, bien sûr. Est-ce que service social juif aujourd'hui. Ça s'appelle Madame Goldschmidt, elle est encore en vie? Madame Goldschmidt-Bross qui vit, heureusement, elle est très vieille déjà, mais elle vit. Vous la voyez parfois Oh, maintenant, nous avons changé de quartier, alors je ne la vois plus. Avant, je la rencontrais quelquefois. Vous ne savez pas si elle a encore de la documentation de cette période-là? Mme Bernard faisait aussi partie de ce comité. Une autre dame qui a aussi 70 ans. Vous connaissez l'adresse de Mme Goldschmidt, par hasard? Oh oui, boulevard du Régent. Bon, je vais lui écrire, je vais lui demander peut-être qu'elle... Mme Goldschmidt-Brodsky. Oui. Boulevard du Régent, je suppose que ça arrivera. Bon. Vous ne voulez pas écrire à son fils qui est avocat, qui est dans la même maison, et dire, vous ne voulez pas déranger sa maman, peut-être que lui peut vous donner. Alexis Goldschmidt. Bon, avocat, boulevard du Régent. Très bien. Il habite dans la même maison que sa mère, c'est leur ancienne grande maison, ils ont partagé. Alors, il vous répondra. Bon. Alors, après, il y avait Mme Goldschmidt, la petite Mme Bernheim, je ne savais même pas qu'elle en faisait partie, mais certainement pas de documentation. Si je me l'aurais donné. C'était dans le même bloc que nous, et je l'ai connue à Liège encore. Alors, qui est-ce qui faisait encore partie de ce comité?
a fait l'étude là. Je vous dis, la mademoiselle de Lambert, là, qui s'appelait autrement, et probablement madame, qui s'est baptisée après, qui est morte comme catholique, madame Herrera Bowman. Pourquoi? Je ne sais pas. Elle était en Amérique. Voilà. Mais alors, est-ce que vous pensez que c'est votre frère qui avait les contacts avec le gouvernement pour obtenir les permis d'entrée et tout ça? Écoutez, il était président du comité des réfugiés. Alors il sait où la paperasserie est allée, certainement. Il sera ici en octobre. Oui, oui, ben, c'est beaucoup plus simple. Vous avez attendu si Seulement, longtemps. il faut les préparer pour qu'il y ait la documentation. Non, pour ça, oui, non. Ça, Oui. Il sera ici pour le 75e anniversaire de la ICA. La date exacte, vous l'aurez quelque oui. part. Bon. Parce que c'est en octobre, mais il reste ici une semaine de plus. Donc, après les 8 premiers jours, tâchez de l'atteindre. Vous n'avez qu'à Ici, téléphoner. chez ma fille. Il a dit ce président. Il doit venir. Ah, de la ICA, oui. Mais ça, c'est le plus simple. Hein. Mais Je lui dirai. Les études hébraïques à l'université de Bruxelles. Oui, mais madame sait Ah. ça. Oui. À quelle occasion Est-ce que vous pourriez me raconter encore quelque chose? Oui, de écoutez, vos- la gamine qu'on avait cachée pour moi par le professeur Allard dans un couvent a un jour écrit une lettre à ses parents. Notre femme de chambre recevait les lettres et me les apportait, et je les apportais aux parents qui étaient encore dans un appartement en ville. Ils étaient très difficiles à cacher parce qu'ils ne savaient ni le français ni le flamand. C'était très dur alors. Et dans cette lettre, les parents étaient religieux, ils étaient très malheureux quand ils l'ont reçue, et je leur ai dit, ne vous en faites pas. La petite écrivait, je suis première, j'ai pu enlever une épingle du coussin de la Sainte Vierge. Oui, bon. Mais la sœur a dit que c'était très dommage, que j'irais en enfer si je ne me faisais pas baptiser. Quel âge avait-elle? La petite avait probablement 9 ans à ce moment-là. Une ravissante petite fille. Et je dis aux parents, ne vous énervez pas, je vais écrire la lettre et vous la recopierez. Et j'ai écrit, ma chère Thérèse, nous sommes très contents que tu travailles si bien, et certainement après la guerre, quand nous nous serons revus et que tu auras envie de devenir chrétienne, tu pourras faire ce que tu veux, mais en attendant, nous aimerions mieux que tu restes comme nous jusqu'à ce que tu sois un peu plus grande. Alors, là-dessus, la petite a écrit une nouvelle lettre en disant « La sœur a dit que c'était très bien et que maintenant je n'irai pas en enfer. » Comment est-ce qu'on... Ah, c'était à peu près ce que je lui ai dit, mais c'était